March 21st, 1949. Dr. J.B. Rhine, Department of Psychology, Duke University. Dear Dr. Rhine, we have in our congregation a family who are being disturbed by poltergeist phenomena. The phenomena is apparent only in the boy's presence. I had him in my home on the night of February 17th and 18th to observe for myself. Chairs move with him. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons retourner aux sources des événements qui ont inspiré l'écrivain William Peter Blatty pour son livre L'Exorciste, paru en 1971. Pour faire cette vidéo, je me suis basée sur plusieurs documents, mais surtout sur l'énorme travail d'investigation de Mark Chervinsky qui tenait le site internet Strange Mag. Aujourd'hui décédé, Mark Chervinsky était connu comme un démystificateur. Sceptique et intransigeant, il était déterminé à séparer le vrai du faux. Il a effectué des recherches méticuleuses sur de nombreux sujets et a poursuivi les preuves qu'il pouvait trouver partout où elles le menaient et sans jamais se décourager. Il ne s'agissait pas de démystifier pour le plaisir de démystifier, il s'agissait de considérer une affaire clairement et sans préjugés, même si les conclusions allaient à l'encontre des idées communément admises. Il ne prenait aucun plaisir à présenter des preuves qui sapaient parfois les systèmes de croyances chers à la plupart, mais il estimait que tout travail de recherche nécessitait une honnêteté sans faille. Il voulait aller au fond des choses sans a priori. Son analyse sur l'affaire, constituée de 5 parties, transmet une foule d'informations. Mark Chervinsky a absolument épluché tous les documents parus sur l'affaire, mais en outre, il a lui-même mené un travail de recherche approfondi sur le terrain. Il a été notamment le premier à mettre le nom sur le garçon qui a été possédé, mais nous y reviendrons en toute fin de la vidéo. Pour l'instant, reprenons l'affaire dès le début. C'est en 1949 que William Peter Blatty, encore jeune étudiant, est tombé sur un article du Washington Post relatant l'histoire d'un exorcisme sur un adolescent. Cette affaire le fascina tellement que 20 ans plus tard, il rédigea son livre qui paraîtra en 1971. 2 ans plus tard, le film éponyme sortira chez Warner Bros, très exactement le 26 décembre 1973. C'est l'un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma. L'American Film Institute l'a même classé 3e meilleur thriller. Il a été nominé l'année suivante et a reçu plusieurs Oscars et différents prix. Produit par William Peter Blatty lui-même et réalisé par William Friedkin, le film, comme bon nombre d'entre vous le sait, raconte l'histoire de la jeune Regal McNeil, 12 ans, possédée par un démon, et de la bataille menée par sa mère Chris McNeil, le père Karras et l'exorciste père Merrin pour libérer la jeune adolescente de l'emprise du démon. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous et surtout n'hésitez pas à m'en faire part, mais personnellement, j'estime qu'on ne sort pas totalement indemne de ce film. Ces plans cauchemardesques, sombres, sans pitié, plongent le spectateur dans l'horreur la plus impitoyable. L'ambiance glaciale et surtout les scènes extrêmement graphiques avaient déjà provoqué à sa sortie le scandale. Des spectateurs se sont trouvés mal, d'autres ont été expédiés à l'hôpital. Mais 50 ans plus tard, ils vous drainent toujours autant. Oui, c'est du cinéma, certes, mais pas que. La plongée dans l'horreur est si intense qu'il laisse un sentiment d'horreur qui a du mal à se dissiper. Suite à la sortie du film, le livre de William Peter Blatty a atteint le sommet des listes des best-sellers. Dans un article de Chris Chase paru au New York Times le 27 août 1972, intitulé « Tout le monde le lit, Billy le film », Billy étant l'abréviation en anglais pour William, le journaliste Chris Chase relate comment William Peter Blatty a basé son roman sur une histoire locale de possession démoniaque. Cet article de journal que Blatty avait lu 20 ans plus tôt dans le Washington Post. Peu après l'apparition du film, William Peter Blatty tentera lui aussi d'apporter un éclairage sur l'émergence de son livre et publie en 1974 l'ouvrage William Peter Blatty sur l'exorciste du roman à l'écran et raconte comment il a conçu son projet littéraire. Il écrit qu'à l'âge de 20 ans, major en littérature anglaise à l'université de Georgetown, il est tombé sur un article dans le Washington Post datant du 20 août 1949 de Bill Brinkley. Un prêtre libère un garçon de Montrénier de l'emprise du diable. L'article parlait d'un garçon de 14 ans, de Montrénier, dans le Maryland, qui avait été libéré par un prêtre catholique d'une possession démoniaque grâce à un ancien rituel d'exorcisme. Et pendant des années, la notion de possession démoniaque est restée dans son esprit, et vous connaissez la suite. Dans son livre explicatif, Blatty mentionne également une lettre qu'il a envoyée au prêtre qui a mené l'exorcisme de 1949 et publie même dans son livre la réponse de celui-ci, révélant pour la première fois l'existence d'un journal tenu par un homme d'église qui consignait les événements quotidiens. Blatty relate aussi qu'il a demandé à lire le journal, mais le prêtre aurait refusé.
Apparemment, selon William Peter Blatty, il existerait pourtant 5 exemplaires du journal de l'époque, 2 d'entre eux se trouvant auprès de la famille du garçon, plusieurs autres seraient archivés dans 2 archidiocèses distincts et l'un dans les dossiers d'un hôpital municipal dont le nom n'a pas été dévoilé mais où le garçon aurait séjourné. Par ailleurs, William Peter Blatty raconte également qu'il y aurait d'autres exemplaires qui se seraient perdus chez des collectionneurs privés. Toujours est-il que dans ce même livre, il avoue qu'il est parvenu tout de même, sans révéler comment, à mettre la main sur le journal du prêtre et qu'il s'en est justement servi pour les éléments de son livre et du film. Après la parution sur les grands écrans de L'Exorciste, nombre de journaux et de magazines ont essayé de raconter la vraie histoire qui a inspiré William Peter Blatty. Des livres, des émissions télévisées et des documentaires sur le sujet ont été publiés et en 1993, il y a eu le livre de Thomas Allen, Le Possédé, la véritable histoire d'un exorcisme. Mais qu'en est-il de l'histoire originelle ? Tout est parti d'un article paru dans le Washington Post en 1949, n'est-ce pas ? Mais Mark Chervinsky nous apprend qu'il y a eu d'autres articles à l'époque, tous parus en 1949. Il racontait qu'un garçon de 13 ou 14 ans avait subi un premier exorcisme à l'hôpital universitaire de Georgetown, dirigé par un prêtre local, le père Albert Hughes, et que, lors de la séance, le garçon lui aurait lacéré le bras. Puis il y aurait eu un exorcisme de délivrance effectué par le père William Bowden à l'hôpital Alexian Brothers de Saint-Louis, Missouri, au printemps 1949. Il s'avérera par la suite, comme le dit l'université de Saint-Louis sur leur site, que l'exorcisme final a bel et bien eu lieu dans le Verhagen Hall, situé dans le sous-sol de l'église College, soit la salle des Jésuites de l'hôpital Alexian Brothers de Saint-Louis. Mais examinons plus en détail avec Mark Chervinsky chaque article. Le premier est paru le 10 août 1949 dans le Washington Post. Un prêtre raconte l'étrange histoire d'un garçon possédé. Le papier en question mentionnait un rapport émanant de la société de parapsychologie du Society Mount Pleasant Library à Washington DC, dans laquelle il était révélé qu'une famille avait vécu de nombreux événements étranges dans la maison de banlieue du Maryland. Des bruits de grattage émanaient des murs de la maison, le lit dans lequel dormait le garçon tremblait violemment et des objets tels que des fruits et des photos sautaient sur le sol en présence de celui-ci. Il était dit par ailleurs que le pasteur contacté par la famille, voulant vérifier les faits par lui-même, aurait hébergé chez lui le garçon dans la nuit du 17 février. Alors qu'il dormait à côté de ce dernier, le pasteur a rapporté que dans l'obscurité, il avait entendu des bruits et que pendant le reste de la nuit, il avait été témoin d'événements étranges, par exemple le fauteuil dans lequel le garçon dormait, se serait penché et se serait renversé. Il aurait ensuite couché le garçon sur des couvertures à même le sol, et ces couvertures se seraient déplacées avec le garçon dessus jusque sous son lit. Le journal The Evening Star a ensuite repris l'article du Post. Le ministre, qui peut se traduire par pasteur, dit au parapsychologue qu'un fantôme bruyant dérangeait la famille. Le récit de l'Evening Star différait de celui du Post seulement sur le fait qu'il surnommait la famille Mr. and Mrs. John Doe et leur fils de 13 ans avait été surnommé Roland. L'unique élément nouveau est que l'article décrivait leur maison comme une maison d'un étage et demi dans une banlieue de Washington. Il résumait le discours prononcé par le prêtre lui-même devant la société de parapsychologie et relatait son expérience avec le garçon. Le prêtre avait rapporté aux journalistes que Roland s'était rendu 2 fois dans une clinique psychiatrique et qu'au cours d'un précédent voyage dans le Midwest, il avait été soumis à 3 rites d'exorcisme différents par 3 confessions différentes, épiscopales, luthériennes et catholiques romaines. Le Times Herald se joignit à la barre avec un article de William Flight paru le 11 août 1949 intitulé « Les parents du garçon possédé révèlent les messages du fantôme ». Cet article est une refonte des 2 autres récits précédents, mais il ajoute que les garçons vivaient au nord-est de Brentwood et surtout que la famille avait trouvé des messages gravés sur la peau du garçon. Le 19 août 1949, c'est au tour du Evening Star de présenter l'article suivant « Garçon libéré de la possession démoniaque, les sources de l'Église le confirment ». Bien que les noms des intéressés n'y soient pas divulgués, on révèle que les rituels d'exorcisme ont été pratiqués à l'hôpital universitaire de Georgetown, mais aussi à l'université de Saint-Louis. Le lendemain, le même journal a publié un suivi sur l'affaire, nouveaux détails de l'exorcisme d'un garçon dans un rituel catholique révélé. L'article cite des sources ecclésiastiques affirmant que durant le rite, le garçon avait récité un flot de malédictions blasphématoires mêlées à des phrases latines. L'article a ensuite récapitulé des événements qui avaient été publiés plus tôt au sujet du prêtre lors de la réunion initiale de la Société de parapsychologie.
Puis, le Washington Post fait paraître le 20 août 49 un article de Brill Brinkley. Un prêtre libère un garçon du Mont-Rainier de l'emprise du diable. Rappelez-vous que c'est cet article que William Peter Blatty avait lu à l'époque. Plus longuement que les précédents, Brinkley récapitule les événements et révèle qu'en vérité ce ne serait qu'après 20 à 30 exorcismes que le diable a pu enfin être chassé. Lors de ce dernier rituel, il est dit que l'adolescent s'est calmé et a ensuite admis avoir vu en esprit Saint Michel chasser le diable. Enfin, le Parapsychologie Bulletin d'août 49, le numéro 14, un périodique de la Fondation de Parapsychologie basée à New York, a produit de son côté un article annonçant clairement le nom du pasteur de la famille qui avait été le premier appelé sur les lieux, soit le révérend Luther Miles Schultz. La deuxième vague d'articles de presse est apparue après la sortie du film fin de l'année 73. Parmi eux, l'un se démarque des autres. Il s'agit de l'article écrit par Gwen Dobson, paru dans l'édition du 3 novembre 72 de Evening Star et du Washington Daily News. Son titre, Déjeuner avec le père John G. Nicolas. Ce père confirma que le premier prêtre ayant exorcisé le garçon, le père Hugh, aurait bien été blessé par le garçon lors de l'exorcisme. Je vais un peu vite parce que il y a beaucoup à dire. Bref, examinons maintenant les faits tels qu'ils ont été relatés par les différentes sources. Les événements ont commencé le 15 janvier de l'année 1949 pour se terminer en avril de la même année. Ils ont duré en tout et pour tout 4 mois. Le jeune garçon habitait avec ses parents et sa grand-mère, mais il était très proche de sa tante Mathilda Hendricks, appelée Tilly. Cette femme, à la demande du garçon, lui aurait appris à communiquer avec les morts par le biais d'une planche Ouija. Les événements auraient commencé lors de sa 13e année et plus précisément après le décès de sa tante. Des coups ont commencé à se faire entendre, des objets volaient à travers la pièce et son lit se déplaçait tout seul. Il y avait un bruit d'eau qui coulait, des bruits de pas dans la maison, de grattements. Et très vite, les phénomènes se sont amplifiés. Les coups se multipliaient, le lustre se balançait tout seul et une icône du Christ tapait inlassablement dans le mur. Le vacarme devenait parfois infernal, principalement dans la chambre du garçon. Son lit vibrait, des objets volaient au travers de la pièce, et un jour le flacon d'eau bénite posé à son chevet se brisa. Rapidement, des ecchymoses seraient apparus sur son corps. C'est alors que ses parents, qui étaient allemands et convertis au protestantisme, se tournèrent vers le révérend Luther Miles Schultz. Selon le rapport établi par le pasteur Schultz, le garçon fut d'abord examiné par différents médecins et psychiatres qui ne trouvèrent aucune explication quant au phénomène dont il était victime. Le pasteur Schultz restait tout de même sceptique au sujet de cette histoire de bruit étrange et proposa alors de garder le jeune homme sous surveillance durant une nuit. Peu après cela, le révérend écrivit une lettre à son ami parapsychologue, le docteur Joseph Bank-Rhine, décrivant les phénomènes qui s'étaient déroulés. Après cette nuit-là, le pasteur Schultz, convaincu de la possession du jeune garçon, décida d'effectuer un exorcisme suivant les rites de l'église anglicane, mais il n'obtint aucun résultat. Puis comme les phénomènes amplifiaient, il l'adressa alors au père Albert Hughes. Quelques jours plus tard, ils allèrent donc trouver le père Hughes à l'église Saint James. La timeline veut que le 27 février 1949, l'adolescent fut admis à l'hôpital de Washington. Il devenait de plus en plus violent à chaque séance. Il écumait, hurlait, insultait le prêtre et tentait de briser ses liens. Un soir, à force de tirer sur ses lanières, il réussit à libérer l'une de ses mains, puis la glissant sous son lit, arracha une latte du sommier et, s'en servant comme d'une arme, lacéra le bras du père Hughes de son poignet au recoin de son coude. Les parents du jeune garçon vivaient dans un état de peur constante pour sa santé. Le corps de leur fils se recouvrait toujours de coupures inexpliquées, de contusions, d'égratignures et d'ecchymoses. Une nuit, la mère crut distinguer les mots « Saint-Louis » inscrits sur la poitrine de son fils. Elle vit là un message car ils avaient de la famille dans cette région. Ils se rendirent donc à Saint-Louis et plus exactement dans la banlieue nord-ouest de la ville de Belle-Nord. Là-bas, ils consultèrent des spécialistes, mais sans succès. Une cousine du garçon s'adressa alors à son professeur d'université, le père Raymond G. Bishop, prêtre catholique dans le Maryland qui enseignait à l'université de Saint-Louis. Le révérend Raymond G. Bishop lui conseilla de s'adresser au père William S. Bowdern, le doyen du diocèse de Saint-Louis. Le père Raymond Bishop et le père William S. Bowdern visitèrent l'enfant à son domicile à plusieurs reprises. En leur présence, le lit se mettait à trembler, des objets volaient dans les airs et le garçon parlait d'une voix gutturale. Persuadé que celui-ci était victime d'une possession démoniaque, le père Raymond Bishop demanda alors à son archevêque la permission de pratiquer un exorcisme et ce dernier y consentit à condition qu'il tienne un journal détaillé des événements.
le père William S. Bowdern décida d'aborder la situation avec prudence et sollicita l'aide de plusieurs autres prêtres, dont le père Walter Halloran. Tous les soirs, durant 3 semaines, il récita des prières d'exorcisme. Thomas Allen, dans son livre paru en 1993, Posséder la vraie histoire d'un exorcisme, précise que le garçon se comportait alors normalement pendant la journée, puis il mettait son pyjama et allait se coucher, se mettait en transe et commençait à crier et à hurler et à agir de façon sauvage. Le matin, le garçon ne se souvenait apparemment jamais de ce qui s'était passé la veille. Thomas Allen, d'après le journal de Raymond Bishop, rendait compte que durant les exorcismes, le garçon se montrait extrêmement violent. Il convulsionnait, sa peau se scarifiait, il crachait sur les prêtres et les membres de la famille présents, criant et riant diaboliquement, utilisant un langage abusif et sale, urinant et chantant différentes chansons que le garçon ne pouvait pas connaître. La plupart du temps, les prêtres étaient dans l'obligation de l'attacher, il cassa même le nez du père Walter Halloran. Tout le livre de Thomas Allen est basé sur le journal détaillé tenu par le prêtre Raymond Bishop, mais il se base aussi sur des longues entrevues qu'il a eues avec le père Walter Halloran, qui était à son époque le dernier témoin oculaire vivant de l'exorcisme. L'exorcisme se serait alors poursuivi presque tous les soirs. Les prêtres demandèrent à la famille du garçon la permission de lui enseigner le catholicisme et de le convertir. À mesure qu'il s'approchait de la conversion et de sa première communion, il devenait de plus en plus violent. Pourtant, tant bien que mal, il sera bien baptisé, et le 1er avril 1949, il effectuera même sa première communion. Le 4 avril, il retourne chez lui dans le Maryland, accompagné du père Bowdern et d'un autre jésuite, William Vanbrugh. 5 jours plus tard, retour à Saint-Louis à l'hôpital Alexian Brothers, où le 18 avril, il subira son dernier exorcisme qui sera un succès. Comme je vous l'ai dit, Thomas B. Allen, pour faire son livre, il s'est basé sur des échanges qu'il a eus avec le père Walter Halloran. De ces échanges, lui révéla qu'il n'avait jamais su si le garçon était bel et bien possédé. Et pourtant, quand on regarde bien, le père Halloran avait seulement été appelé sur la toute fin des exorcismes. Et surtout, il n'avait que 26 ans à l'époque. Mais il aurait pourtant dit à Allen qu'il avait bien été témoin que des mots tels que « mal » et « enfer » et d'autres marques étaient apparus sur le corps de l'adolescent, et que par ailleurs, durant la litanie du rituel d'exorcisme, le matelas du jeune homme avait commencé à trembler. Dans son livre, Thomas Allen n'exclut pas l'idée que le garçon pouvait être atteint d'une maladie mentale et rajoute que le père Walter Halloran n'a jamais été sûr de ce qui n'allait pas avec le garçon, mais qu'il s'inquiétait surtout du fait que le garçon était effrayé, confus et pris dans quelque chose qu'il ne comprenait pas. Maintenant, revenons à encore une autre chose qui a été écrite sur toute cette affaire, c'est que 18 ans avant l'apparition du livre de Thomas Allen en janvier 1975 dans la revue Fate, est paru un compte-rendu d'un certain Steve Erdman intitulé « La vérité derrière le film L'Exorciste ». Et ce compte-rendu a pour la première fois offert des extraits du journal du père Raymond Bishop. Ce fameux journal que le père avait tenu sur demande de l'archevêque qui avait autorisé le rituel d'exorcisme, seulement s'il tenait un journal. Le compte-rendu révèle également des détails donnés par Eugene Gallagher qui relatait lui-même des informations fournies par un certain père O'Hara qui avait été témoin et participant du rituel d'exorcisme pratiqué sur le garçon. Dans ce compte-rendu, on pouvait lire que le titre du journal du père Raymond Bishop s'appelait « Cas étudié par un prêtre jésuite ». Le journal commençait par fournir des informations générales sur le pseudo-garçon appelé Rolando. Il serait né le 1er juin 1935. Il mentionnait le fait que la tante Tilly serait morte à l'âge de 54 ans d'une sclérose en plaques. Le prêtre aurait également consigné le fait que durant les manifestations qui avaient eu lieu à leur maison, la mère du garçon aurait demandé « Si c'est toi, Tilly, frappe 3 fois ». 3 coups auraient été entendus sur le sol. La mère aurait demandé à nouveau « Si tu es Tilly, dis-le-moi en frappant 4 fois ». Tous entendirent alors 4 coups, suivis de bruits ressemblant à des coups de griffes sur le matelas du garçon. D'autres dates précises sont consignées dans le journal. 17 février 49. Le révérend Schultz demande au garçon de passer la nuit avec ce dernier dans son presbytère. Il est arrivé à 21h20, il est resté jusqu'à 9h20 le lendemain matin.
Le révérend aurait entendu des bruits de grattage et aurait été témoin des vibrations du lit, d'une chaise sur laquelle le garçon s'était penché et du mouvement d'une pile de couverture sur laquelle il était allongé. 26 février 49. À partir de cette nuit, des égratignures et des marques sont apparues sur le corps de l'adolescent pendant 4 nuits consécutives. Après la 4e nuit, des mots ont commencé à apparaître comme griffés sur sa peau. Le journal mentionne à ce moment-là que le père Albert Hughes de l'église catholique St. James a été consulté. Il aurait suggéré à la famille d'utiliser des bougies bénies, de l'eau bénite et de réciter des prières. Le journal fait également état, entre autres, de fruits qui volaient à travers la pièce, d'une table de cuisine qui se serait retournée, d'un manteau et de son cintre volant à travers la pièce, d'une Bible qui serait atterrie au pied du garçon. Et surtout, l'adolescent aurait même été renvoyé de l'école parce que son bureau se déplaçait sur le sol de la salle de classe. Le garçon aurait ensuite fait un séjour de 3 jours et demi à l'hôpital universitaire de Georgetown, puis il aurait été emmené à Saint-Louis, Missouri. Plusieurs membres de sa famille auraient là-bas été témoins des marques sur la peau du jeune garçon. 9 mars 1949, toujours dans le journal, le père Raymond Bishop de l'université Saint-Louis a été appelé pour la première fois et a été témoin des égratignures du garçon et du fait que son matelas tremblait. 11 mars 49. Le père Bowdern arrive sur les lieux. Il récite la neuvaine de Saint François Xavier, bénit le garçon et fixe un crucifix incrusté de reliques sous l'oreiller du garçon. Après que tous aient quitté la chambre, un grand bruit se fit entendre et 5 membres de sa famille se précipitèrent sur les lieux. Ils auraient découvert qu'un grand livre avait bougé, qu'un banc avait été renversé et le crucifix avait été déplacé jusqu'au bord du lit. Les secousses du matelas de l'adolescent ne se seraient arrêtées qu'après que les parents eurent crié « Tante Tilly, arrête !» 16 mars 49. L'archevêque Joseph E. Ritter autorise le père Bowdern à commencer le rite officiel de l'exorcisme. Cette nuit-là, accompagné du père Raymond Bishop et d'un scolastique jésuite, le père Walter Halloran, le père Bowdern commence à réciter les prières du rituel d'exorcisme. Steve Edman, l'auteur du compte-rendu, parle des marques apparues sur le corps du garçon tout au long du rituel, ainsi que de son comportement excessif, des vomissements, des mictions et de l'utilisation de phrases latines. 18 avril 49, toujours dans le journal de Bishop. Alors que le rituel nocturne se poursuivait, le père Bowdern oblige le garçon à porter une médaille et à tenir un crucifix à la main. Celui-ci changea d'attitude et s'interrogea calmement sur le sens de certaines prières latines. À la fin de l'exorcisme, le garçon aurait dit à Bowdern qu'il avait eu la vision de Saint Michel tenant une épée flamboyante. 12 jours plus tard, le garçon quitte le Missouri et retourne chez lui dans le Maryland. Voilà pour ce compte-rendu détaillé de Steve Erdman du journal tenu par le père Raymond Bishop. Environ une dizaine d'années plus tard, d'autres informations seront aussi révélées. Ainsi, dans le Washington Post du 6 mai 85 est paru l'article « Des symptômes bizarres chez un adolescent ont conduit à l'exorcisme de 49 », dans lequel l'auteur Arthur S. Briban révèle que la maison du garçon se trouve au 3210 chemin Bunker Hill à Montrénier, et lui-même se réfère à plusieurs articles qui seraient parus en 1981. Cette adresse aurait été fournie apparemment par les habitants qui connaissaient bien l'affaire. Puis il y a eu, comme je l'ai dit, le livre de Thomas Allen en juillet 1993 et une vidéo intitulée « In the Grip of Evil » produite en 1997 où Thomas Allen est sollicité comme consultant, où il témoigne dans la vidéo. Je l'ai dit tout à l'heure, le livre de Thomas Allen est essentiellement basé sur 2 sources, le journal du père Raymond Bishop et de ses entretiens avec le père Walter Halloran. L'auteur croit fermement, tout comme Arthur Brisbane et d'autres journalistes, que la famille a toujours résidé au 3210 Bunker Hill Road à Montrénier, se fiant uniquement sur les articles précédents. Mais tous se sont lourdement trompés. Jamais ils ne sont allés vérifier sur place, ils se sont tout simplement fiés à la rumeur. Cette adresse ne figurait que dans les articles de Prince George Sentinel du 4 février 81 et un autre article paru le 28 octobre 83. Mais revenons aux recherches de Mark Chervinsky, l'investigateur qui a mené l'enquête le plus sérieusement sur l'affaire.
Il a pris notamment soin de se rendre à la librairie publique de Hyattsville. Il est allé vérifier qui étaient les précédents propriétaires du 3210 Bunker Hill. Et c'est là qu'il a trouvé les noms Joseph Haas et Grace Miller. Ils avaient vécu dans cette maison de 1926 à 1950. Mais après vérification, ces derniers n'avaient jamais eu d'enfants. Un de ses contacts lui avait raconté que le père Hughes avait indiqué que le garçon avait obtenu son diplôme à Gonzaga High School, une école catholique privée située à Washington, D.C. Il se souvenait par ailleurs que le compte-rendu de Steve Erdman de janvier 1975 notait que le garçon était né le 1er juin 1935. Ainsi, par recoupement, Chorvinsky a conclu que le garçon aurait dû obtenir son diplôme en 1954. Et c'est non sans mal que Mark Chorvinsky est parvenu à consulter l'annuaire du lycée Gonzaga. Il a vu que pour l'année scolaire 1954, sur l'ensemble des diplômés, un seul était né le 1er juin 1935. L'adresse de son domicile qui était indiquée dans l'annuaire était le 3807 40 Avenue Cottage City à Maryland. Ses recherches l'ont poussé à vérifier que la famille du garçon avait bien emménagé dans la maison en 1939 et qu'elle serait restée à cette adresse jusqu'en 1958. Bien sûr que les prêtres impliqués à l'époque avaient probablement identifié la ville de Mondrenier comme étant la maison du garçon pour brouiller les pistes, de sorte qu'on laisse la famille tranquille. Après ces investigations, le vrai nom du garçon que n'a pas donné Mark Chorvinsky fuitera toutefois plus tard dans la presse. Le jeune homme en question était Ronald Edwin Unkeler. D'après ce que j'ai lu, ce dernier a mené, après ces événements, une vie totalement normale. Il aurait très bien réussi son parcours de vie puisqu'il est devenu ingénieur à la NASA. Il est décédé en 2020 à l'âge de 85 ans. Mais revenons encore une fois aux recherches de Mark Chorvinsky. Ne se contentant pas de cette information, il s'est rendu sur place. Là, il a été très étonné d'apprendre qu'aucun autre enquêteur ou journaliste n'était jamais venu interroger les habitants du quartier. Mais de son côté, il a prospecté auprès des membres de 5 familles qui résidaient dans le pâté de maison en 1949. Et voici ce qui ressort des informations qu'il a pu collecter. Le garçon est entré en 7e année à Bladensburg Junior High à l'automne 1947 et a été renvoyé en janvier 1949. Il s'y est réinscrit en 8e année, en 1949 donc, et passa les 4 années suivantes au lycée Gonzaga à Washington, D.C. L'une des premières personnes qu'il a questionnées lui a dit ceci. « Je connaissais le garçon, mais je ne savais pas grand-chose de ce qui se passait pour être franc. Ils ont gardé le silence à ce moment-là et plus tard, il y a eu beaucoup de choses à ce sujet. La famille vivait là depuis les années 30 et ils sont restés dans cette maison pendant environ 20 ans. Je pense que la plupart des voisins plus âgés qui étaient là à l'époque étaient au courant, mais la plupart d'entre eux sont partis maintenant. » Un autre ami d'autrefois du garçon le décrivait comme solitaire, sédentaire, plutôt calme, comme l'étaient ses parents. Il a su que l'adolescent était devenu, selon ses termes, malade, et il se souvient qu'avec sa mère, ils étaient allés à Saint-Louis pour un traitement. Ce témoin savait également qu'ils étaient luthériens et qu'ils s'étaient convertis au catholicisme. Une autre personne qu'il a rencontrée lui a fait part que son ami n'avait jamais été possédé selon lui. Il pensait que c'était psychologique. Il était persuadé que son camarade de l'époque était étouffé par sa mère et sa grand-mère. Il était boudé par ses camarades de classe à l'école et sujet à des crises de colère et à des accès de violence envers sa famille et ses rares amis, manifestant aussi un comportement cruel et sadique envers les autres enfants et même les animaux. Ce même témoin racontera toutefois un fait étrange. Nous étions en 8e année, c'était l'année scolaire 1948-1949, et nous étions ensemble dans une classe au Bladensburg Junior High. Il était assis sur une chaise, le bureau tremblait et vibrait extrêmement vite, et je me souviens que le professeur lui criait de l'arrêter. Je me souviens qu'il a crié en retour « Je ne le fais pas !» et ils l'ont fait sortir de la classe, et c'est la dernière fois que je l'ai vu à l'école. Le bureau ne bougeait certainement pas dans la pièce comme cela a été rapporté, il tremblait juste. Je ne sais pas s'il le faisait lui-même ou ce qui le faisait trembler, parce que je n'arrive tout simplement pas à le clarifier dans mon esprit. Ce témoin, inquiet pour son camarade, se serait ensuite rendu chez lui quelque temps plus tard. Sa grand-mère allemande aurait ouvert et lui aurait dit qu'il était parti avec sa mère à Saint-Louis pour rendre visite à des parents et qu'il y resterait pendant un moment.
Un des anciens camarades du garçon a également raconté à Mark Chorvinsky que l'adolescent s'était pris d'amitié pour un chien qui terrorisait le quartier. Le garçon appelait des enfants pour qu'ils viennent le voir à la maison, puis lâchait le chien sur eux. Voilà pour l'enquête de terrain et pour l'ensemble des recherches de Mark Chorvinsky. Comme vous le voyez, ce dernier n'a rien laissé au hasard. Il a vérifié piste après piste, a lu chaque article, chaque compte-rendu et chaque livre sur le sujet. Par contre, je vous avoue être un peu perplexe quant à ses conclusions. Je vous explique. En dernière partie de son travail de recherche, Mark Chorvinsky revient sur le journal écrit par le père Raymond Bishop et souligne le fait que celui-ci n'est arrivé sur les lieux que tardivement, soit en mars, donc 2 mois après l'apparition des premiers symptômes. Et comme il le souligne là très justement, la plupart des informations de base contenues dans le journal du prêtre ne reposent donc que sur des oui-dire. En revanche, je ne comprends pas les remarques qu'il fait à propos du journal, le décrivant comme lacunaire, déplorant le fait que le journal ne préciserait pas clairement qui a réellement été témoin des événements décrits, ne mentionnant pas les faits avec précision, comme par exemple quand les prêtres sont arrivés dans la pièce, quand ils se sont absentés. Il déplore aussi le fait que le journal ne mentionne pas la piste frauduleuse, le garçon aurait pu lui-même se griffer, jeter des objets, etc. Il souligne également le fait qu'il n'y a pas non plus de mention sur la prétendue première tentative d'exorcisme du père Hughes à l'hôpital universitaire de Georgetown. Il n'évoque même pas la présence éventuelle d'une maladie psychosomatique chez le garçon. Je ne sais pas ce que vous pensez à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire, mais personnellement je pense que si le journal est lacunaire, s'il manque de précision, ça ne le discrédite pas pour autant. D'autant qu'il est facile d'imaginer que, confronté à de tels événements, tels que décrits dans le journal, ça doit être difficile pour tout le monde, y compris un homme d'église, d'avoir un esprit totalement stoïque et clair. Donc j'imagine qu'il a consigné quand même les événements un peu dans la panique, sous le choc, sous la fatigue. On imagine qu'il y a pas mal de choses en jeu et qu'il n'a pas nécessairement une démarche aussi rigoureuse, un recul sur tout ce qu'il dit, comme l'a eu Mark Chorvinsky, point par point, et c'est en effet tout son mérite. Mais bon, je suis pas trop d'accord avec ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bref, Mark Chorvinsky était tellement sourcilleux sur l'affaire qu'il a appelé Thomas Allen, prévoyant même de lui poser des tas de questions comme « Comment se fait-il que vous n'avez pas vérifié l'adresse de Cottage City ? Pourquoi vous n'avez pas vérifié les informations écrites concernant l'implication du père Hughes dans la famille ?» Bref, on comprend lui aussi un peu pourquoi ce dernier a refusé. Après ses recherches poussées et totalement méritoires, Mark Chorvinsky a également trouvé la preuve que le père Hughes avait bien fait admettre le garçon à l'hôpital universitaire de Georgetown, mais en revanche, il n'aurait jamais trouvé aucune preuve ni aucun témoignage allant dans le sens que le garçon ait bel et bien coupé le bras du père Hughes. Mais, encore une fois, pourquoi les sources le diraient, même les plus fiables? Pourquoi les prêtres auraient écrit cela? Enfin, je vois pas trop ce qu'il y a de tellement choquant dans cette histoire. Bon, toujours dans son objectif de trier le vrai du faux, Chorvinsky s'est adressé à Frank Bobber. Frank Bobber, c'était le seul ecclésiastique local à qui le père Hughes s'était confié avant sa mort. Il était son pasteur adjoint. Et Frank Bobber est apparu dans une dizaine d'émissions spéciales télévisées, de journaux télévisés et d'articles imprimés sur le sujet. Et Thomas Allen le cite comme l'une de ses sources les plus fiables. Bref, Mark Chorvinsky, à l'époque, s'est adressé à Frank Bobber, le localisant à Washington où il profitait d'un congé sabbatique prolongé. Ils ont échangé ensemble. Ce dernier s'est montré extrêmement amical et coopératif et a raconté que le père Hughes lui aurait rapporté certains éléments qu'il avait vécus pendant les mois où il avait côtoyé le garçon possédé, tels que la froideur dans la pièce, un mouvement qu'avait fait le téléphone, le fait qu'il parlait des langues archaïques et le fait qu'il avait blessé le bras du prêtre. Il a affirmé que le père Hughes lui avait dit que le garçon vivait à Montrénier sur Bunker Hill Road. Lorsque Mark Chorvinsky lui a affirmé que le garçon n'avait jamais vécu à Montrénier, le père Bobber lui a dit « Tout ce que je sais, c'est que le père Hughes m'a donné certaines informations que j'ai communiquées à la presse et à l'archidiocèse. C'était ces informations.
Vous savez, je n'étais pas là en 49. J'ai été ordonnée bien plus tard en 69 et j'ai été à St. James de 1980 à 1985. Quand les gens m'interrogent, je dis simplement ce que je sais et c'est tout ce que je peux faire. Toujours dans sa quête du Graal et sa quête du vrai, Chorvinsky a également contacté le père Walter Halloran, qui était alors âgé au moment des faits, seulement de 26 ans. Rappelez-vous, Halloran avait été sollicité par Bowdern lors des exorcismes qui avaient eu lieu à Saint-Louis. Lorsqu'il a contacté Walter Halloran par téléphone, celui-ci n'était pas très intéressé à échanger avec lui à propos de l'affaire, pourtant il a répondu à chacune de ses questions. Mark Chorvinsky lui a d'abord demandé s'il dirait officiellement qu'il pensait que le garçon était possédé ou non. « Non, je ne peux pas faire de déclaration », lui a-t-il dit. « Je n'ai jamais fait de déclaration absolue sur les choses parce que je ne me sentais pas qualifiée. Je n'avais pas étudié les phénomènes et ce genre de choses. Tout ce que j'ai fait, c'est rapporter les choses que j'ai vues et que je fasse une déclaration d'une manière ou d'une autre ne ferait aucune différence parce que je ne pense tout simplement pas être qualifiée pour le faire. » Est-ce que le garçon parlait d'autres langues que l'anglais? Juste du latin. Est-ce qu'il semblait comprendre le latin qu'il parlait? Je pense qu'il nous a imités. Y a-t-il eu un changement dans la voix du garçon? Pas vraiment. Lorsque le garçon vous a frappé le nez, a-t-il fait preuve d'une force extraordinaire? Je ne sais pas, je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Ce n'était certainement pas l'ancien champion du monde de boxe Mike Tyson qui m'avait frappé au nez ou quelque chose comme ça. Mark Chorvinsky a ensuite demandé au père Halloran de lui décrire certaines choses dont il avait été témoin et qu'il ne pouvait pas expliquer. J'ai vu une bouteille glisser d'une commode à travers la pièce. Il n'y avait personne à proximité. Le lit bougeait. Mark Chorvinsky a demandé si le lit était fixe ou sur roulette. Il était sur roulette comme n'importe quel lit, mais je m'appuyais dessus lorsqu'il a bougé une fois. Halloran lui dit qu'il y avait bien eu des crachats fréquents, mais il n'avait pas été témoin que le garçon urinait ou vomissait. Chorvinsky l'a également interrogé sur les marques qui seraient apparues sur le corps du garçon. Les avait-il réellement vues se matérialiser sur sa peau? Estimait-il que le garçon ou quelqu'un d'autre était responsable? Je les ai vus. Eh bien, directement sur la peau. Oui, je l'ai vu. Ce n'était pas le garçon qui l'avait fait lui-même, vous savez, d'après ce que j'ai pu voir. Est-ce que les inscriptions formaient déjà des chiffres, des lettres ou des mots, comme l'avaient rapporté d'autres journalistes? C'était un peu difficile à dire. Poursuivant sur ce sujet, Chorvinsky lui a demandé si les prêtres avaient déjà pris la peine de vérifier les ongles du garçon à la recherche de dépôts de chair ou de sang. Alors Anne a été surpris. Après une longue pause, il a dit « Quand j'étais là-bas, ses mains étaient loin des marques. Non, nous n'avons pas vérifié. » Encore une fois, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je ne suis pas du tout surprise de sa remarque. Vérifier les ongles du garçon, ça me paraît totalement fou. Mais, encore une fois, Mark Chorvinsky ne s'est pas arrêté là dans sa quête. Il est allé là où personne n'est allé avant lui, car il a contacté directement le principal intéressé, soit Ronald Edwin Unkeler lui-même. D'une source à Cottage City, Mark Chorvinsky a pu obtenir son adresse sur la côte Est et a obtenu son numéro de téléphone. Il l'a donc appelé. Mais comme il n'est pas bête, loin de là, il ne s'attendait pas à grand-chose, persuadé que Ronald Unkeler avait depuis longtemps tiré un trait sur son passé. Et comme il s'en doutait, leur conversation a été brève et directe. Unkeler semblait très alarmé qu'il ait retrouvé ses coordonnées. Il lui a dit sans détour qu'il n'allait pas coopérer. Il a fermement déclaré qu'il ne voulait plus jamais être rappelé. Sa réponse était typique de quelqu'un qui ne voulait pas qu'on lui rappelle un événement lointain et embarrassant de son passé. Voilà, pour toutes ces recherches, après avoir tout passé en revue, tout épluché, tout fouillé, en détail, Mark Chorvinsky conclut dans son rapport qu'il n'y a jamais vraiment eu de preuves indiquant que le garçon était réellement possédé, et pour lui, cela est incertain. De son point de vue, le garçon souffrait de graves problèmes émotionnels liés à sa famille. Il n'existe pas la moindre preuve concrète pour étayer la notion de possession démoniaque. Les faits démontraient plutôt que le garçon était un enfant perturbé, victime d'une mère surprotectrice. Pourtant, comme vous le voyez, aussi impressionnante et documentée qu'était son enquête, aussi poussée et rigoureuse soit-elle, sa conclusion ne me paraît pas totalement satisfaisante.
car les prêtres impliqués dans l'affaire n'étaient pas des novices. Le père William Bowdern était diplômé de l'université de Saint-Louis et le père Halloran, qui n'avait jamais voulu se prononcer sur la possession du garçon, avait tout de même dit qu'il avait vu une bouteille se déplacer sans intervention et qu'il avait vu de ses propres yeux des inscriptions apparaître sur la peau du garçon. Et enfin, si le garçon était bel et bien atteint d'une maladie mentale sur une durée de 4 mois, comment se fait-il qu'il n'a plus jamais fait parler de lui après toute cette histoire et qu'il a mené une carrière tout à fait honorable? Voilà, ainsi se termine cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me faire part de votre opinion et de vos commentaires.